Bonsoir à tous, bienvenue à ce salon artistique du spectacle vivant. Merci aux organisateurs, culturels et chacun. C'est le de la ville qui nous accueille, merci à eux. Et merci donc au bar égyptien. Je vous montre ce menu à la caméra. Je vous conseille de venir ici, il y a plein de choses très bonnes à manger. Surtout les frites. Merci aux partenaires, Billets Réduc, Speed Radio et Sortie de scène, votre serviteur, qui organisons ces interviews et cette diffusion sur notre chaîne Sortie de scène. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous en prie, abonnez-vous, vous allez découvrir plein de spectacles. Et on commence tout de suite avec Jean-Philippe Daguerre. Bonsoir Jean-Philippe. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors Jean-Philippe Daguerre, c'est le nouveau parrain de Culturel. Et d'ailleurs à ce propos, il y a une petite surprise en régie. Est-ce qu'on peut avoir la surprise? Bonjour à tous, bien mieux qu'aux Jeux Olympiques. C'est une joie ce jour de transmettre le flambeau à Jean-Philippe Daguerre pour cette merveilleuse association que dirige Laurence Trinquet, qui est si précieuse pour le théâtre. Jean-Philippe Daguerre, notre ami si apprécié de tous en tant que comédien, en tant qu'auteur, en tant que metteur en scène, mais par-dessus tout sans doute en tant qu'animateur d'une fabuleuse compagnie, le Grenier de Babouchka, qui emploie pas moins de 80 comédiens par an, qui rayonne maintenant dans le monde entier, et puis surtout qui est un fer de lance de tout ce qui se fait de plus novateur et de plus précieux au théâtre par les temps qui courent. Et place aux jeunes, amuse-toi bien mon cher Jean-Philippe, et bise à tous. Et maintenant, merci, une dernière surprise de Laurence. Quel baguette fragile et un petit cadeau. Oh là là, c'est un bisou quand même. Merci pour cet immense honneur de succéder au grand Léon Saxe. Alors oui, donc je présente Jean-Philippe Daguerre, évidemment, auteur, metteur en scène de renommée. Tu vas nous parler de ton actualité, ton spectacle, Le Petit Coiffeur, que Sortie de scène est d'ailleurs venu filmer au Théâtre des Gémeaux parisiens. Alors qu'est-ce que c'est? Alors, Le Petit Coiffeur, c'est un spectacle qui est né il y a 4 ans, pendant le Covid, qui a joué plus de 400 fois, mais qui a été tout le temps entrecoupé avec les passes sanitaires. On a joué d'abord 17 fois. Et c'est un peu mon spectacle de résistance, puisque c'est à chaque fois on a repris, au moment où on pouvait reprendre, un petit peu même avant tout le monde. C'est un spectacle assez émouvant, parce qu'on a répété à un moment où on avait le droit avec des passes de répéter. On avait tellement besoin d'humanité qu'on restait après les répétitions, on mangeait, on amenait tous un peu un casse-croûte, on restait avec la direction qui restait avec nous. C'était notre lien social les uns envers les autres. C'est sans doute le spectacle qui m'a le plus marqué de tout ce que j'ai monté, parce qu'il a quand même traversé ce fameux Covid, avec toutes ces angoisses. Et c'est vrai que c'est un spectacle peut-être le plus intime de tout ce que j'ai pu écrire par rapport à ça. Et donc à chaque fois, il renaît, il rejoue. On a joué beaucoup un peu partout. On a joué 4 fois à Avignon. On le rejoue encore l'année prochaine au Festival d'Avignon, au Gémeaux Avignon. Et c'est vrai que la direction des Gémeaux Avignon, où on joue depuis 2 ans, avait envie d'ouvrir ce nouveau théâtre qui est magnifique dans le 20e arrondissement, les Gémeaux parisiens. Et Serge Pommier et Nathalie Lucas m'ont demandé, symboliquement, si je voulais bien ouvrir la saison avec une 50aine de dates. Donc nous l'avons repris le 19 septembre, on le joue jusqu'au 1er décembre pour 54 représentations. Donc c'est assez émouvant. Après avoir résisté longtemps à pouvoir jouer ce spectacle au moment où on ne pouvait pas le jouer, finalement d'ouvrir un nouveau lieu, c'est aussi un acte, je trouve, important et qui va bien avec la thématique du spectacle. Oui, tu parles de résistance, et d'ailleurs dans le spectacle, on est en plein dedans, donc c'était la même ambiance. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un sujet, la pièce se passe juste à la sortie de la guerre, ou en la libération. C'est un sujet qui peut être assez effrayant, mais il est tellement effrayant que, a priori, il n'a jamais été traité au théâtre, jamais, en France, et je crois même en Europe, en tout cas à ma connaissance. Des auteurs ont traité le sujet au niveau de certains romans, mais en théâtre, je crois qu'il n'y a pas eu de pièce là-dessus. Donc ça se passe à un moment de l'épuration, au moment où il y a des femmes tondues, notamment. Et c'est vrai que je me suis inspiré de la photo de Franck Cappa, qui est la photo la plus célèbre des femmes tondues. Franck Cappa était un très grand photographe qui travaille pour Life Magazine.
Et un jour, à la sortie de la libération de Chartres, il s'est retrouvé à prendre une photo un jour où on a tondu 11 femmes. Et dans ces femmes-là, il y a une femme qui avait un bébé dans ses bras de 4 mois. On l'appelait la tondue de Chartres. Et elle avait une croix gammée qui avait été forgée, qui a été forgée sur le front. Et avec une foule qui l'a conspue. Cette image est très forte, elle a fait le tour du monde et c'est la photo la plus célèbre. Et j'ai eu envie d'imaginer en tout cas la vie du petit coiffeur qui avait été obligé de la tondre parce que tout simplement à un moment de la libération, c'est souvent les coiffeurs qui tondaient les femmes parce que tout simplement ils avaient une tondeuse, ils savaient le faire. Donc du coup, c'est souvent les coiffeurs qui ont tondu ces femmes tondues. Et du coup, j'ai imaginé qu'est-ce qui pouvait se passer dans la vie d'un homme qui n'est pas du tout prédestiné à faire cet acte de vengeance ou de justice. On peut l'appeler comme on veut, mais ça reste un acte violent et difficile. Et j'ai essayé d'imaginer, de lui créer une famille et un destin à travers toute cette période. Oui, et puis on parle aussi des résistants de la dernière heure dans ce spectacle qui viennent faire justice une fois que tout est terminé, quoi. Bah, il y a eu beaucoup de... Voilà, entre les collabos, les résistants de la dernière heure, etc. Ce sont des périodes sombres et complexes. Et c'est vrai que pour nous, c'est difficile de donner des leçons de comment on aurait réagi, qu'est-ce qu'on aurait fait. Moi, je ne suis pas là pour donner des leçons. Moi, je voulais rendre hommage aux femmes en général parce que j'ai écrit 2 rôles féminins importants. Notamment, je ne veux pas dire que les rôles masculins ne le sont pas, mais je trouve que les femmes ont été visuellement sacrifiées beaucoup plus que les hommes par rapport à l'image qu'on a donnée en leur enlevant leur féminité, comme une façon de se responsabiliser d'une défaite qu'ont eu les hommes. Et je trouve, moi je suis un nouveau féministe parce que je suis un milieu très macho, très basque, je suis l'aîné de toute une famille, il n'y a que des garçons avec la mère qui servait à table, quelque chose comme ça, et j'ai une culture du rugby, tout ça, j'ai une culture du sud-ouest. Et j'ai eu la chance d'avoir des enfants, et notamment des filles, 2 filles extrêmement féministes, et une femme qui l'est aussi, et elles m'ont un petit peu dressé. Et j'avais envie un petit peu de me racheter d'une culture très macho, et de me mettre à écrire à partir du petit coiffeur. Toutes les pièces que j'ai écrites, elles ont une envie de rendre hommage aux femmes, parce que je les observe un peu mieux à travers mes enfants, à travers ma femme, à travers tous les amis, etc. Donc moi, me suis fait un défi à 50 ans, par de 50 ans, c'est de m'intéresser aux femmes, en essayant de trouver quelque chose qui me permette d'un petit peu rééquilibrer quelque chose qui me semble essentiel. Parce que quand on fait du théâtre, on est un petit peu obligé de s'intéresser à ce qui se passe autour de nous. Et c'est vrai que sans vouloir faire de la démagogie, je pense que tous les problèmes qu'on a de violence, d'écologie, de tout ce qu'on veut, on arrivera à les résoudre si on remet la femme à sa juste place. Donc je fais des pièces où souvent les femmes, j'essaie de les mettre à une place importante, parce que ça me semble assez capital en tant que témoin et en faisant des pièces. Voilà, c'est facile d'obtenir des applaudissements et de faire des discours comme ça, mais je l'ai fait parce que je le pense, et surtout, c'est un truc qui est contre nature pour moi, et donc ça me donne beaucoup d'efforts, et donc il faut m'aider à continuer à faire ces efforts, donc venez voir le spectacle. Très bien. Est-ce que tu veux parler, tu as aussi d'autres projets, d'autres spectacles? Alors là, j'ai une pièce qui s'appelle, ma dernière pièce que j'ai écrite et que j'ai mis en scène, qui a été créée à Avignon, dans laquelle je joue aussi. Elle s'appelle Du charbon dans les veines, qui sera présentée à partir du 16 janvier au théâtre Saint-Georges. Et puis après, j'ai aussi coécrit une pièce qui sera jouée à la Renaissance, s'appelle L'Injuste, avec Jacques Weber et Elodie Navarre, que je ne mettrai pas en scène parce que j'ai pas le temps, parce que le fait de jouer dans l'an, ça m'est difficile, mais en tout cas c'est une belle pièce. Enfin, c'est une belle pièce. C'est un sujet assez. Bon, pour l'instant ça reste assez. Je vais pas en parler parce que c'est pas signé, c'est acté. Voilà, donc on va pas en parler. Je monte Marius aussi de Marcel Pagnol au théâtre du Ranelagh et d'abord à Avignon, au théâtre du Chat qui fume. Et je vais au festival de Grignan. J'ai eu la chance aussi d'un festival qui est assez extraordinaire. Je rêvais de mettre en scène dans ce festival où on joue 44 fois dans un château extraordinaire, enfin devant le château. Je montre le Barbier de Séville au mois du 23 juin au 23 août pour 44 représentations. Et après, une autre pièce au Rive Gauche avec Lionel Astier sur l'affaire Petiot, que je n'ai pas écrite mais que je mets en scène. Et après, une pièce au théâtre Montparnasse que j'ai écrite, qui s'appelle La folle histoire de Daniel C, que je lancerai début janvier 2026. Voilà, j'ai fait le tour. Alors j'ai envie de te poser la question, qu'est-ce que tu préfères? Écrire, mettre en scène, jouer, écrire et mettre en scène et jouer? On préfère toujours un peu la dernière... Moi j'étais comédien, quand j'étais comédien je pensais jamais que je serais metteur en scène. Puis tout d'un coup j'ai été metteur en scène et au moment où je suis devenu metteur en scène, ça a pris le dessus sur mon désir de jouer.
Puis à un moment, je me suis mis à tenter d'écrire et j'ai écrit. J'ai eu à du Monsieur Hoffman qui a été, voilà, j'ai eu un coup de peau. En tout cas, ça a bien marché. Ça m'a encouragé pour essayer de devenir auteur. Et c'est vrai que ça m'a permis de commencer à être auteur, d'écrire 4 ou 5 pièces derrière. Et c'est vrai que la dernière chose que tu fais est toujours un petit peu le truc qui t'excite un peu plus parce que c'est nouveau. Et j'avais un peu mis de côté le jeu et de rejouer du charbon dans les veines, de jouer dans la du Monsieur Hoffman où j'ai joué quand même 500 fois la pièce, en alternance notamment avec Franck Desmet, Benjamin Egner. Ça m'a redonné le goût du plateau et du jeu. Donc là, au jour d'aujourd'hui, ce qui me fait kiffer, pour être un peu branché, c'est de jouer. C'est de jouer parce que j'ai retrouvé le goût du théâtre, parce que je pense que le théâtre, essentiellement, le théâtre, c'est vraiment une affaire de comédien. Le théâtre, je pense que les auteurs, les metteurs en scène doivent penser à une seule chose, c'est servir les comédiens, parce que c'est le premier rempart affectif et émotionnel qu'il y a avec les spectateurs. Donc je pense que le théâtre, c'est les comédiens. Donc le fait de rejouer, je retrouve pourquoi j'ai fait ce métier. Alors je suis heureux de mettre en scène, je suis très heureux d'écrire parce que c'est tout nouveau, et puis de pouvoir essayer de trouver des mots sur des émotions qu'on a. Moi en plus je suis un auteur tardif, donc on essaye d'analyser en tant que metteur en scène, comédien, on est quand même des gens connectés a priori à la vie, peut-être un peu plus que d'autres, puisque sinon on ne ferait pas ce métier. En vieillissant, moi qui suis dyslexique, qui ai eu 3 sur 20 au bac en français, qui est beaucoup complexé sur le fait que je fais beaucoup de fautes quand je parle, des fautes de style, je suis obligé de me récupérer beaucoup. C'est vrai que d'avoir réussi à écrire des pièces, ça a été un défi que jamais j'aurais pensé être capable de le faire. On les aime pas, mais en tout cas moi ça m'a de pouvoir trouver des mots sur des émotions que je peux observer de la vie, du monde et des autres, c'est quelque chose qui pour moi a été salutaire. Ça me fait un bien extraordinaire. C'est vrai. C'est intéressant, le 3 sur 20 au bac et ensuite on écrit des pièces. Je suis le Guy de Graine du théâtre français. C'est vrai que quand j'ai eu le Molière de meilleur auteur, j'ai trouvé ça comme une usurpation. Parce que c'est la première vraie pièce originale que j'ai écrite. Et c'est vrai que ben voilà, ça m'a fait un peu bizarre. En plus, c'est Rémi DeVos qui me l'a remis, qui n'a jamais eu le Molière, qui est pour moi un des meilleurs auteurs de ces 20 dernières années. Voilà, mais ça, c'est le gadget, mais qui fait plaisir, parce que mine de rien, le monde marche aussi avec des gadgets, enfin des gadgets avec des récompenses. Donc je crache pas du tout sur les Molières, ça m'a énormément ouvert la voie de l'écriture et ça m'a donné confiance. Donc je remercie les Molières pour ce Molière, parce que au moins ça m'a amené vers une autre observation du monde et m'a permis d'avoir confiance dans ça. D'accord. Et donc, est-ce que tu veux bien nous parler de ce que c'est que de mettre en scène et de jouer la comédie en même temps? Ça, c'est quelque chose que tout le monde se pose la question. Quand on est en scène et en même temps qu'on doit s'occuper des autres comédiens. Alors moi, je ne mets jamais en scène, depuis que je mets en scène, depuis très longtemps, je ne joue pas dans la pièce. Là, c'est un accident. J'ai un comédien qui devait jouer et qui a eu un arrêt maladie assez long. Donc du coup, comme on devait être en alternance au fur et à mesure, parce que je savais qu'il fallait que je le remplace à un moment donné, j'ai remplacé plus tôt que prévu, donc j'ai créé la pièce. Et c'est vrai que c'est très difficile, moi je trouve très difficile de mettre en scène et de jouer en même temps. Je fais partie des gens qui ne sont pas fans de ça. Je l'ai fait parce que moralement je me devais de le faire, mais j'ai pris quand même beaucoup de plaisir à le faire. Mais c'était pas facile. Et comme j'ai la chance d'avoir une épouse qui est metteur en scène aussi, Charlotte Matzneff, elle m'a, sur la dernière ligne droite, elle m'a dirigé pour avoir un œil extérieur. Elle a fait l'œil extérieur que je ne pouvais pas avoir, puisque moi j'étais un œil intérieur. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que tu vis au sein de ta troupe, et c'est vrai que on est connecté aux problématiques directement. On est directement, et tu peux résoudre énormément de soucis d'angoisse, de rivalité, de paranoïa, de trac, de plein de choses, d'être au cœur avec tes comédiens. C'est pas mal d'être co-metteur en scène en fait. Ouais, c'est bien. Un œil extérieur. Bien aussi. Mais enfin, bon, toute expérience, je pense que chacun est différent par rapport à ce qu'il ressent dans le théâtre qu'il propose. Et sur les auteurs, metteurs. Parce que j'ai plus de son aussi. Parce que les auteurs qui mettent en scène leur spectacle, c'est intéressant aussi la lecture d'un metteur en scène, et là c'est la lecture de l'auteur. Oui, mais moi j'essaie de ne pas penser que je suis auteur quand je mets en scène mes textes. Je pense que l'auteur doit s'effacer derrière le metteur en scène et face aux comédiens qui proposent quelque chose qui est leur lecture à eux. Et je pense que moi, c'est vrai que j'ai longtemps monté des auteurs morts, parce que c'était pratique. Il n'y avait personne pour m'embêter. Et les auteurs vivants, je trouve ça difficile parce que ils ont un point de vue tellement précis quand ils ont écrit le spectacle, ils ont du mal à envisager qu'il peut être envisagé autrement. Donc du coup, j'essaye,
pour rire. Souvent je dis mais qu'est-ce qu'il a écrit ce con quand c'est moi qui ai écrit la pièce. J'essaie de me mettre vraiment à la place d'un metteur en scène. Et l'avantage quand tu mets en scène une pièce que tu as écrite, c'est que tu peux réécrire tout de suite en direct, en répétition, sans avoir besoin de passer 4 coups de fil pour t'excuser auprès de l'auteur, pour l'expliquer pendant 2 heures pourquoi tu as changé 2 phrases. Intéressant, oui, bien sûr. Très bien. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire aux jeunes metteurs en scène qui se lancent et qui font leur première mise en scène, qui se retrouvent devant 5, 6 comédiens et qui mettent en scène un texte de quelqu'un de mort d'abord et de quelqu'un de vivant ensuite? Non, je pense qu'il faut se faire confiance, évidemment. Je pense que, non, c'est même pas de se faire confiance. Je pense que ce qui est compliqué quand on démarre le métier comme metteur en scène, c'est de limiter les attitudes en pensant qu'on a vu un metteur en scène faire ça, ou un professeur vous a appris cette espèce de doctrine Pygmalion. Beaucoup de comédiens en scène et au théâtre, comme eux, ils pensent qu'il faut le jouer. Beaucoup de metteurs en scène peuvent parler du théâtre en disant comment il faut faire. Je pense que chacun doit écouter une petite voix qu'il a, se poser la question pourquoi on met en scène et faire confiance à ça et ne pas hésiter à dire aux comédiens voilà, c'est ma première mise en scène, je ne possède pas toutes les vérités mais j'ai envie de raconter une histoire avec vous, il y a des moments où je vais me tromper, il y a des moments où je pense vous apporter quelque chose, faisons-nous confiance, le plus important c'est pas vous, c'est pas moi, c'est le spectacle, c'est le résultat. Donc simplement, ce qui est compliqué parfois c'est qu'il y a des metteurs en scène qui adoptent une attitude parce qu'ils ont peur, un petit peu caricaturale de chef. Et je pense qu'il faut faire attention à ça. Je pense que le comédien a une nature ultra sensible et indulgente si on ne le prend pas pour un con et si on ne lui parle pas comme de la merde. Donc je pense qu'il faut simplement dire je ne maîtrise pas tout. Moi j'ai 56 ans, j'ai 30 ans de mise en scène derrière. Je continue à dire je vais me tromper. Vous allez vous tromper. On va essayer de se faire confiance, de faire au mieux pour faire plaisir aux gens. Mais jamais il faut aller avec une attitude je sais tout, je suis le patron, c'est moi le metteur en scène, je suis le chef. Ça c'est pour. Je suis d'accord. Je pense que j'ai une petite analyse là-dessus. Mon père était l'assistant de Strehler. Et Strehler piquait des colères incroyables. Ouais, ouais. Mais ce que les gens ne savaient pas, c'est qu'en fait il piquait des colères avec les gens qu'il aimait. Les gens qui voilà. Donc il était comme ça tout le temps, Strehler, tout était très théâtral. Et en fait c'était de l'amour. Et donc les gens qui voyaient ça de loin, de l'extérieur, je pense qu'ils se disaient bon bah metteur en scène c'est un mec qui gueule en fait. C'est un fou, un tyran, mégalo. Mais c'était pas la bonne lecture du tout. Non. Les gens avec qui ça marchait pas, ils... C'est comme un oncle ou une tante qu'on a dans la famille, elle a son tempérament, et si on est extérieur, on va peut-être pas comprendre pourquoi elle réagit comme ça, mais quand il y a de l'amour, quand il y a une envie de faire plaisir, ça change tout. Oui, c'est ça. Je crois que c'est Catherine Hegel qui disait quand il vous met en scène, on a l'impression qu'on est en famille. Quoi. Non, mais c'était un metteur en scène extraordinaire, c'est une des références du XXe siècle, George Strehler. Bon, dernière chose, alors C'est l'heure. on y est presque. Une dernière petite question pour dire sur le petit coiffeur, qu'est-ce que tu dirais en un pitch de 30 secondes pour encourager les gens à aller le voir? C'est ce que j'ai un peu déjà dit, hein. Oui. C'est la première fois qu'il y a une pièce qui se joue là-dessus. J'ai une équipe de comédiens extraordinaire, parce que je le dis parce que je le pense. Ça fait 4 ans qu'on le joue, et ça fait 4 ans qu'on ne s'en lasse pas, puisque à chaque fois tout le monde me dit quand est-ce qu'on reprend le petit coiffeur, est-ce qu'on va le rejouer à Avignon, est-ce qu'on va le jouer en tournée. Non, il y a c'est une famille, c'est une fraternité, puis voilà, puis j'ai essayé de raconter une histoire qui peut paraître dure, en essayant de mettre beaucoup d'humour, des personnages lumineux dans une période sombre. Comme je fais dans mes pièces, et c'est surtout un truc sur l'espoir, la seconde chance, sur l'indulgence, et sur, moi j'essaie d'écrire des pièces où les gens en sortant, ils ont envie de se prendre dans les bras, et c'est le pari en tout cas, et sur le pari de petit coiffeur, jusque-là, ça a plutôt pas mal marché. Super. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Alors maintenant, on va lancer le deuxième événement. On va faire des photos. Alors pour les photos, d'accord, il faut se mettre bien ici parce que sinon les caméras ne peuvent pas nous cadrer. Oui, c'est ça, il faut se mettre bien contre la barrière. Ok, alors on part pour les photos rapidement. Ça, je suis sûre d'avoir. Ah, c'est beau. Super, C'est merci. beau. C'est beau. Génial. Ok, alors on y va. Et maintenant, je vais vous présenter donc Carolina, pétillante star internationale. Pétillante star internationale à qui je vais bientôt donner le micro. Elle nous fait l'honneur de présenter un extrait de son nouveau spectacle Différente. À l'affiche au théâtre de la Comédie Bastille. Carolina, à toi. Oui,
alors, attends. Bonsoir, ça va mes amis? Oui. Tout le monde va bien? Ça y est, ils sont un peu torchés, c'est formidable. Est-ce que vous passez une bonne soirée? Vous avez remarqué que c'est assez exigu, ça veut dire que ça va être propice à faire des rapprochements, d'accord? Des rapprochements physiques, tactiles, mais aussi pour se renseigner sur ce que font les autres. Alors, avant de chanter, je voudrais faire juste remercier Laurence, parce que Laurence, elle a monté tout ça avec beaucoup de passion. Je crois qu'elle mérite nos applaudissements, n'est-ce pas? Oui, Charlotte Calmel. Et donc voilà, et toute son équipe. Et puis, merci Jean-Philippe d'avoir ouvert le bal avec un emploi du temps surchargé, mais avec tout ton talent qui s'exprime sur toutes les scènes parisiennes et d'Avignon. Et donc, merci d'être le président de cet événement. Alors moi, je joue actuellement... Est-ce qu'il y en a qui veulent parler à ma place? Ah, bah ouais. D'accord. Alors moi je joue actuellement au théâtre de la Comédie Bastille. J'ai beaucoup de chance parce que cet été, Christophe Segura, qui est venu voir mes spectacles, m'a dit: Carolina, viens voir et viens jouer chez nous. Je suis très heureuse d'y jouer les mercredis et les vendredis à 21h différentes, dont je vais vous faire quelques petits extraits maintenant. Mais je joue également Mon petit grand frère, un spectacle dans une autre tenue et dans une autre teneur, les jeudis et les samedis à 19h. Moi je continue parce que j'aurais toujours aimé faire le loto à la télévision, tu sais, ou la météo. Alors je continue pour vous dire qu'au théâtre de la Comédie Bastille, il y a des spectacles formidables, il y a aussi de la danse, parce qu'il y a un plateau formidable, Destination Tango d'Astor Piazzolla, qui est mon compositeur préféré de loin. Rentrée 42, c'est le spectacle de la rentrée à la Comédie Bastille avec, entre autres, Anne Richard, mais d'autres comédiens extraordinaires. Une pièce qui vraiment est d'actualité, si j'ose dire. Voilà. Ensuite, nous avons, plus tard, nous aurons Gilles Alma et Ben Joubert. J'espère que Gilles Alma viendra habillé cette fois, hein, parce qu'on sait qu'il a une propension à se balader nu. Et voilà. Et alors, un spectacle qui dure depuis plusieurs années, parce que c'est un spectacle d'une grande qualité. Et pendant ce temps, Simone veille, plus de 1500 représentations au théâtre de la Comédie Bastille grâce à Christophe Segura et à toute son équipe. Et ensuite, il va y avoir, on va jouer à un jeu, ça c'est le prochain spectacle. Et enfin, ma grande amie Anne Cangelosi, qui joue le radeau de la Méduse, écrit et mis en scène par Alexandre de Limoges. Donc vous voyez, il y en a pour tous les goûts, pour toutes les tendances, si j'ose dire, au théâtre de la Comédie Bastille. Bon, maintenant, comme vous avez été sages, je vais vous chanter une chanson. Je garde ce micro. Oui. Que c'est bon d'être señorita, car le soir, dans mon petit lit, bien au chaud, au creux de mes draps, quand doucement tombe la nuit, je me fais soulever la moulette, je me fais caresser la tapas, je me fais huiler la tortilla, je me fais écarter les gambas, je me fais fondre la crème catalane, je me fais chevaucher le jamon, je me fais griller la gitane, je me fais gober le turron, je me fais gifler le jamon à l'os, je me fais brûler les castagnettes, je me fais sucrer le churros, je me fais rosir la crevette. Je me fais farcir par le torero, je me fais tailler la mantille, je me fais gratter le flamenco, je me fais planter la banderilla, aïe 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 aïe. Je me fais gonfler l'Andalousie, je me fais trouer le calamar, je me fais bouffer l'assiette de riz, je me fais reluire le Gibraltar, je me fais saler la langoustine, je me fais laminer l'éventail, je me fais nourrir le toril, je me fais frotter la moule à l'ail, je me fais laver le gazpacho, je me fais donner la corrida, je me fais remplir le bolero, je me fais croquer l'empanada. Mais vous me demanderez peut-être ce que je fais le jour durant. Oh, ça tient un peu de l'être le jour. Je baise
tout simplement. Oui, vous l'avez compris, je suis célibataire et je suis à la recherche d'un homme avec un gros portefeuille. Oui, bon, c'est pas grave s'il est un peu vieux, le tout c'est qu'il est un peu à mon âge, vous comprenez. Alors dans ce spectacle qui s'appelle Différente, je raconte comment je suis devenue une star internationale, car vous l'avez compris, je suis une star internationale, complètement accessible, hein, vous avez compris. Il déconne ton micro, qu'est-ce qui se passe? Il coupe, non? Ça marche? Bon. Et donc, je raconte comment, avec ma frange rouge, avec mon accent qui recoule et ma différence, je suis devenue star internationale. Mais je dois avouer que ce soir-là, j'ai devant moi beaucoup d'hommes qui me regardent avec des yeux qui provoquent chez moi une certaine vivacité. Envoie mon chéri. Tu peux envoyer, je t'envoie un fax, toi. Hey! Et toi, qu'est-ce que tu regardes? T'as jamais vu une femme qui se bat? Suis-moi dans la ville blafarde et je te montrerai comme je mords, comme j'aboie. Ils sont chauds ce soir! Prends garde, sous mon sein la grenade, sous mon sein la mais regarde, sous mon sein la grenade. Montrez-moi comment vous aimez! Prends garde, sous mon sein la grenade, sous mon sein la mais regarde, sous mon sein la grenade. Je peux aller voir ou pas? Oui. Et toi? Qu'est-ce que tu crois? Je ne suis qu'un animal déguisé en madone. Et toi? Je pourrais te faire mal, je pourrais te blesser, oui, dans la nuit qui frissonne. Avec moi mes chéris, prends garde, sous mon sein la grenade, sous mon sein la mais regarde, sous mon sein la grenade. Oh là là, ça, prends garde, sous mon sein la grenade, sous mon sein la mais regarde, sous mon sein la grenade. Ouais. C'est bien ce qui me permet. Et toi? Tu vas bien? Qu'est-ce que tu t'imagines? Je suis aussi vorace, aussi vivante que toi. Sais-tu que là sous ma poitrine, une rage sommeille que tu ne soupçonnes pas. Avec moi mes chéris, prends garde, sous mon sein la grenade, sous mon sein la mais regarde, sous mon sein la grenade. Oui, so chaud, prends garde, sous mon sein la grenade, sous mon sein la mais regarde, sous mon sein la grenade. Prenez garde! Oh Seigneur, mais que vous êtes chaud, j'ai mis. Oh là là, écoutez, j'ai bien senti dans le regard de certaines et de certains que vous dites, mais comment elle fait pour choper Carolina comme ça? C'est pas uniquement parce que je suis star internationale, c'est pas uniquement parce que je suis bien gaulé, c'est parce que j'ai un petit truc. Mais oui, est-ce qu'il y a des célibataires? Levez la main. Ah d'accord. Est-ce qu'il y en a qui voudraient être célibataires ce soir? Ah oui, levez la main. Je vais vous donner ma recette pour pécho, vous voulez? Et vous allez chanter avec moi, d'accord? Alors écoutez bien, c'est très précis, on y va. Tu prends des œufs,
tu prends des patatas, tu prends un homme, on lève les mains, attention. Mélange les œufs, les patatas, réserve l'homme, attention. Tu prends une poêle, tu la mets sur le gaz, allume l'homme. Il est à poil dans la recette de base. C'est au jeune homme, montre le son mon chéri. Cette recette ne vient pas de ma grand-mère. C'est bien dommage d'ailleurs pour mon grand-père. Non, elle me vient de Seigneur Juan Carlos, qui m'a donné un soir à Saragosse. Amor y tortilla, para pa 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 pa, la nuit promet des merveilles, para pa 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 pa, suffit de patatas, à vous, para pa 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 pa, et de fondu de la veille, à vous, para pa pa pa. Oui, c'est ça. Et pour l'homme, c'est plus délicat. Il faut faire avec ceux qui passent, avec le voisin d'en face, avec JR de Dallas, avec le mec de Midas, avec David Pujadas. Tout est ready, les œufs, les patatas, et même l'homme, attention. Bon appétit, merci, muchas gracias, comme elle est bonne. Cette recette ne vient pas de ma grand-mère, c'est bien dommage d'ailleurs pour mon grand-père. Non, elle me vient de Seigneur Juan Carlos, qui m'a donné un soir à Saragosse. Amor y tortilla, à vous. La nuit promet des merveilles, suffit de patatas et de fondu de la veille. Et pour l'homme, c'est plus délicat. Il faut faire avec ceux qui passent, avec le père Fouras, une caserne de Midas, avec le noir de Carglass, avec Philippe Gildas. Mais attention, il faut pas qu'ils attachent les œufs. Les hommes, au petit matin, tu lui tends ses godasses. Baby, go home. Amor y tortilla, avec moi. La nuit promet des merveilles. Suffit de patatas et de fondu de la veille. Et pour l'homme, c'est plus délicat. Il faut faire avec ceux qui passent, avec Manuel Valls, avec Julio Iglesias, avec Costa Gavras et avec Vincent Pras, avec Enrico Macias, avec Nikos Aliagas, avec DJ Jonas et Barack Obama. Vous êtes formidables. Écoutez, vous êtes tellement formidables que je vous donne rendez-vous les mercredis et les vendredis à 21h au théâtre de la Comédie Bastille. Je vous souhaite une bonne soirée à vous tous, à vous toutes et à bientôt. Profitez de la vie, embrassez-vous, faites tout ce que vous voulez. Ah, il faut la photo. Le micro. Le micro. Attends, je prends ça dehors. Voilà. C'est bon là, vas-y, on y va. Allez, on y va. Ouais, super, ouais. Faites l'amour à l'objectif. Ouais. Attends. Ouais. Merci. Bon, ça va vous aller, Ça y est, c'est bon. Ok, tiens, je prends le micro. Oui, merci Carolina. Et maintenant, on ne s'arrête pas, on continue avec Jérôme Colvol. Il y en a qui dit, je vais pas bien voir ton objectif. S'il vous plaît, j'ai besoin de silence pour Jérôme Colvol.
J'ai besoin de silence et de concentration. Il y a toujours des belles filles. De concentration et de calme. La chance. De calme et de méditation. Jérôme Convol, un hypnotiseur drôle et bienveillant, qui vous emmène vivre les plus grands films du cinéma. Vous pouvez le retrouver à la scène parisienne le 12 octobre. Jérôme, je te passe le micro, c'est à toi. Merci, j'ai cru que j'allais laisser la place du coup pour le coup. Alors, moi je me présente. Ah oui, je vais essayer. Ok. Donc, je me présente, je suis Jérôme alias Convol, je suis hypnotiseur de spectacle et pour la démonstration que je vais vous demander, que je vais vous proposer, je vais avoir besoin d'un maximum de silence et de concentration effectivement dans la salle. Alors avant de commencer cette démonstration, je vais quand même vous parler de ce spectacle qui me tient vraiment à cœur parce que c'est un peu un hommage que j'ai fait à mon grand-père qui était décorateur au cinéma. Je me sers de l'hypnose pour faire vivre les plus grands films du cinéma aux personnes qui vont monter sur scène. Ils vont pouvoir ressentir la magie d'une célèbre école de sorciers, la force de chevalier de l'espace, les Jedi, vous l'aurez bien compris, et vivre un rêve de princesse. Énormément de films qui sont vécus. Il faut savoir que c'est pas seulement un spectacle, c'est tout un univers, puisque Last Action Hypnose, c'est le nom de ce spectacle. Il a 13 films qui sont présentés à chaque représentation, mais dans l'univers, il y en a 38 des films. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous viendrez voir un spectacle, eh ben, il y aura des films qui seront différents. Ce sera toujours un spectacle différent. Et là, ce soir, eh ben, je vais vous proposer un film. Et pour ça, je vais avoir besoin des personnes les plus réceptives parmi vous. C'est pourquoi je vais tout de suite vous proposer un test de réceptivité. Alors ce test, j'aimerais que tout le monde puisse le faire. Et pour ça, vraiment, essayez d'avoir un maximum de silence dans l'assemblée et laissez les camarades autour de vous se concentrer sur ce qui va être proposé maintenant. Je vais vous inviter tout simplement, pour tout le monde, à rejoindre vos deux mains comme je suis en train de le faire, en serrant très fort ces deux paumes l'une contre l'autre, comme si on voulait chasser l'air entre les deux paumes des mains. Et on va serrer de plus en plus fort. Et on va juste se concentrer. Fermer les bouches, ouvrir grand les oreilles et se concentrer sur le son de ma voix. À force de serrer, vous pouvez commencer à sentir que tous les muscles deviennent de plus en plus durs, de plus en plus raides au niveau des doigts. Mais avant que tout devienne trop raide, on va juste défaire les deux index de façon à montrer le plafond au-dessus de la tête. On va faire un espace d'1 cm entre les deux index. Et maintenant, vous n'allez regarder que l'espace qu'il y a entre vos deux doigts. Je vous ai parlé des films. Imaginez que je sois un Jedi et que j'utilise la force à partir de maintenant pour pousser ces deux doigts l'un contre l'autre jusqu'à ce qu'ils viennent se toucher. Dès que les doigts vont se toucher, ils vont se coller, se souder l'un l'autre. Ils seront tellement collés, tellement soudés qu'au compte de 3, il sera absolument impossible pour vous de séparer ces deux doigts. Plus vous esserez, et moins vous y arriverez. Avec le 1, imaginez maintenant que je passe la colle la plus puissante entre ces deux doigts, si bien que dès qu'ils se touchent, ils se collent, se soudent complètement l'un l'autre. Avec le 2, cette ficelle invisible mais complètement incassable, qui serre tellement ces deux doigts l'un contre l'autre, tellement serrés, tellement collés, tellement soudés, que maintenant avec le 3, vous allez essayer de séparer ces deux doigts. J'ai bien dit essayer, parce que plus vous allez essayer, et moins vous allez y arriver. C'est complètement impossible pour vous de séparer ces deux doigts. Et pour tous ceux qui ont les doigts qui sont collés, soudés, à l'instant où je vous parle, je vous demande tout simplement à mettre les deux doigts en l'air, histoire que je vous vois bien. Mettez les deux doigts, levez vos deux doigts. Voilà. Et bien tous ceux qui ont les deux doigts en l'air, je vous invite à venir me rejoindre sur le côté des caméras. N'hésitez pas, et vous pouvez les applaudir pour les encourager. Bonsoir. Allez-y, n'hésitez pas, bonsoir. Ouais. C'est bien collé. Non, mais pas en bas. Oui, mais c'est normal, mais ils sont collés en haut, donc voilà. Seulement 2 personnes. On avait 2 personnes là, juste là. N'hésitez pas. Ouais. Mais par contre, je vais vous inviter à vous asseoir sur le pouf, ouais, ça sera plus simple. Bonsoir. Alors, est-ce qu'on a il y avait un deuxième pouf ici, si on peut le garder, ça serait pas mal. Ah ben on a un troisième, quatrième. Venez, monsieur. Ah ouais. Eh non, ça m'arrange qu'il y ait au moins un homme. Alors, est-ce qu'on peut avoir le deuxième pouf? Hop, juste là, non, il est... T'es collé? Oui. Hop, il est collé, il est collé comme les autres. Madame, je vous invite à vous asseoir pour le coup. Hop, tiens, tu veux bien laisser ta place? Voilà, très bien. Alors, on arrive au moment toujours le plus impressionnant dans un spectacle, d'un moment d'hypnose, c'est la mise en état d'hypnose. Et des fois, ça peut aller très très vite. Et je vais vous montrer que moi, j'ai créé mes propres techniques en hypnose pour pouvoir endormir les gens. C'est ce que j'ai appelé l'induction par le rire. Dès que je pose la main sur l'épaule, on a très envie de rire maintenant. Tellement envie de rire qu'on peut dormir maintenant. Voilà, ça va aussi vite que ça. Regardez-moi. La main qui fait rire, on rigole maintenant, de plus en plus. On rigole tellement qu'on peut dormir. Calme, détendu, relâché. Dans un monde de rêve et d'imaginaire, on reste tout simplement dans cet état-là. On rigole?
qu'on rigole de plus en plus. Oh, vous inquiétez pas, l'inconscient est là. On rigole de plus en plus et on peut dormir. Non. Quand même détendu, rushé. Voilà, c'est pas grave, vous inquiétez pas, ça arrive très fréquemment dans un spectacle d'hypnose. Ah ben, hop, levez-vous. Je pense qu'elle vous a fait tomber, mais tout à l'heure elle est déjà tombée, laissez-les aller. Regardez-moi. En équilibre sur la chaise. On va rester bien en équilibre sur les jambes, on rigole maintenant. On rigole de plus en plus, on rigole tellement qu'on peut dormir. Maintenant. En équilibre sur les jambes. Et pour toutes les personnes qui sont en état d'hypnose, concentrez-vous sur le son de ma voix. Je vais faire un petit décompte de 5 jusqu'à 0. Chaque chiffre que je vais annoncer, vous serez 2 fois plus détendu, mais en restant dans votre état, dans la même position. 5, 4, 3. Imaginez tout simplement que maintenant, vous puissiez arriver dans la salle de cinéma la plus belle qui soit à vos yeux. Avec le 2, les premières images d'un film qui vous font rire maintenant. Et il vous faut rire de plus en plus, de plus en plus. Et le rire, il sort de nous, et il sort tellement qu'on peut l'entendre. Et avec le 1, il se passe quelque chose d'étrange dans cette salle de cinéma, c'est que l'écran se rapproche. Il se rapproche tellement que juste en tendant le bras, maintenant, un bras, une main, vous pourriez toucher cet écran. Allez-y, touchez-le, cet écran de cinéma, et vous pourriez tout simplement sentir que votre main, elle pourrait passer au travers de l'écran. Un peu à la manière du film Last Action Hero, où un petit garçon passe de film en film. Ce soir, ça va être vous, les héros, qui allez pouvoir vivre un film juste incroyable. Imaginez pouvoir arriver dans une école très célèbre, d'un célèbre sorcier. Avec le 1, le 2, le 3, vous ouvrez les yeux maintenant. Et vous pouvez vous relever tranquillement. On peut te relever, pas de souci, on peut ouvrir les yeux, on est bien. Alors on va pouvoir se lever pour le coup. Hop, levez-vous, les mains se décollent, hein, on est bien. Voilà. Et juste avec ma baguette magique, vous pourriez comprendre que je suis le professeur de sorcellerie. Et je vais vous enseigner un premier sort. Il s'agit de Immobilis. Dès que je vous lancerai ce sort, vos pieds vont complètement se figer au sol. Ça sera impossible pour vous de faire le moindre pas. Et plus vous essayerez, moins vous y arriverez, et plus ça vous fera rigoler. Avec le 1, le 2, le 3, regardez ma baguette. Je lance le sort maintenant. Immobilis. Impossible. Les pieds sont complètement collés au sol, et plus on essaye, moins on y arrive. C'est complètement impossible. Et plus on essaye, moins on y arrive, et plus ça fait rigoler. Voilà. Et là... Ouais, c'est fou, hein. Alors, ce qui est d'autant plus fou, c'est qu'il y a quand même une parade à ce tour de magie. Alors pour vous, monsieur, il suffit d'appuyer sur les tétons. Dès que vous le faites, vous pouvez marcher tranquillement. Par contre, dès que vous relâchez les tétons, les pieds se refichent dans le sol. Allez-y, essayez. Mesdames, n'essayez surtout pas, hein. Vous, c'est autre chose, hein, je vous rassure. Voilà. On reste dans la bienveillance, on prône la bienveillance. Voilà, on est d'accord? Oui. Alors pour vous, mesdames, il suffit de tirer légèrement sur les oreilles. Dès que vous le faites, vous pouvez marcher. Par contre, dès que vous relâchez les oreilles, les pieds se refichent dans le sol. C'est énervant, hein? Ça va? Oui. Ouais. Ok. Alors, on va prendre 3, 1, 2, 3. Vous, je vais vous inviter pour le coup à rester là. Je vais vous libérer tous vos pieds maintenant. Vous pouvez remarcher. Vous pouvez vous rasseoir. Et vous pouvez vous rasseoir. Et toi, tu restes debout avec moi. Ouais, si. Est-ce que tu as vu le film Harry Potter? Ouais. Tu sais le moment où ils prennent des souvenirs, d'accord? Eh bien, tu restes bien en équipe sur tes jambes et tu dors debout. Maintenant. Avec ma baguette magique, je vais prendre chacune des lettres de ton prénom et je vais les enfermer dans ma main. Si bien que pour toi, ça va être impossible de te rappeler comment tu t'appelles. Plus tu vas chercher, moins tu vas trouver et plus ça va te faire rigoler. Avec le 1, le 2, le 3, tu peux ouvrir les yeux maintenant. Alors, on est d'accord, hein, les pieds bougent. Alors, on a été en présentation. Moi, c'est Jérôme de Connevel. Toi, ton prénom, c'est comment? Tu sais pas comment tu t'appelles? Non. Quel âge tu as? J'ai 26 ans. Ok. Je retire le chiffre 26, je l'enferme avec le prénom, et je remets un autre chiffre, c'est le chiffre 5. C'est bien qu'à partir de maintenant, tu as 5 ans. Donc comment tu t'appelles? Je sais pas. Et tu as quel âge? J'ai 5 ans. Et tu fais quoi dans la vie? Je sais pas. Je suis comédienne. Tu es comédienne dans une troupe de théâtre? Oui. D'accord, mais tu as quel âge? J'ai 5 ans. Ah ouais, quand même, elle doit être vraiment très très bonne. Tu les connais là, c'est toute ta troupe là qui est là-bas, c'est ça? Ouais. On joue Hubris au théâtre, à la Folie Théâtre si vous voulez venir nous voir jusqu'au 9 novembre. Et tu as quel âge? J'ai 5 ans. Ok. Je pense qu'une enfant de 5 ans sur scène, ça peut aller se voir. En tout cas, regarde-moi, je te rends ton âge. Le vrai maintenant, je te rends ton prénom maintenant. Je dois faire quoi? Tu t'appelles comment? Cécile.
Voilà, un tonnerre d'applaudissements pour Cécile, mesdames et messieurs. Voilà. Et bien, sur cette démonstration, mesdames et messieurs, je vais arrêter ici, en tout cas. Et je vous remercie vraiment pour avoir participé à cette incroyable expérience. Alors, si là vous avez vu Harry Potter, si jamais vous voulez voir ou vivre plus, ça se passe ce samedi à la scène parisienne. Il y a du Star Wars, il y a du Avengers, il y a du... tellement de films. Il y a aussi du vieux film français, il y a Les Gendarmes de Saint-Tropez notamment. Voilà, donc il y en a vraiment pour tout le monde, tous les âges. Merci à vous, moi c'était Conévol. N'hésitez pas à me suivre et à prendre le flyer pour le spectacle de samedi. Merci à vous. Tout va bien? Oh non, mais la chaîne, je sais pas, le Et donc on continue. On continue maintenant avec Marc Tourneboeuf, s'il vous plaît. Est-ce que Marc Tourneboeuf peut nous rejoindre? Marc Tourneboeuf, un comédien comique. On va s'installer, Je peux te rapprocher un peu, s'il te plaît. Comme il y a eu pas mal de mouvements, on est obligé de refaire notre plateau en direct. Vas-y, c'est bon. C'est bon? Super. Exactement. Marc Tourneboeuf, donc je te présente, tu es un comédien comique, un auteur à texte, un poète moderne, célèbre aussi avec ses vidéos sur Insta, avec 150 000 vues, followers, ou 150 000 followers, ouais. 150 000 followers. Et ben tu vas nous parler de ton spectacle L'Impatient, que j'ai eu la chance de voir dernièrement, en ce moment au Théâtre du Marais, et bientôt en tournée. Oui, carrément. Alors qu'est-ce que c'est, dis-nous? Alors, qu'est-ce que c'est L'Impatient? Mais du coup, est-ce qu'on envoie la bande-annonce ou est-ce que j'en parle? Non, en fait, là, on ne fait pas la bande-annonce. Tu nous refais. Ok. Je m'adresse à qui? Caméra, toi, ici oui, non, là, c'est à moi. Ok. Donc, L'Impatient, bon, je t'explique à toi, même si tu l'as vu, L'Impatient, avec le sous-titre ou le fol optimisme de ceux qui se mangent des murs, c'est un peu le récit de la vie des comédiens modernes de théâtre qui commencent à rentrer dans la vie active. La déconfiture des castings, les appels, les agents qui justement n'en viennent pas, les castings de pub qu'on attend comme le Messie, et puis parfois les très très bonnes nouvelles, les tournages, avec toute la vie à côté, les histoires d'amour, et puis les incompréhensions des proches qui peuvent ne pas forcément saisir toutes les facéties de cette vie un peu particulière. Il y a aussi, oui, des moments il y a des moments lyriques, des moments avec du texte, avec plein de sens cachés dans le texte, dans le phrasé, et des choses très poétiques. Donc c'est toi qui a tout écrit. Comment tu fonctionnes? Comment tu crées? Explique-nous. Eh bien, j'ai été élevé par une mère très tatillonne sur le français, qui m'a bercé avec De Vos, avec quoi d'autre? En tout cas avec des auteurs à texte, Renaud notamment, je sais qu'on écoutait beaucoup Renaud, on écoutait aussi beaucoup Balavoine, j'adorais, bref, des auteurs à texte, et j'aime que le texte puisse se suffire à lui-même, j'aime qu'on puisse le lire et découvrir des jeux de mots cachés, etc. Je pense que dans la représentation ça va un peu vite pour qu'on puisse tout saisir de prime abord. Mais faut venir plusieurs fois. C'est pour ça, je fidélise le public en faisant un texte parfois un peu compliqué, mais ce sont des subtilités, je pense, toujours comiques. J'ai beaucoup écouté les 2 minutes du peuple, ou quoi d'autre, les frères ennemis, enfin des auteurs avec, ou bien Pierre Rep, qui est bien plus connu. Oui, Pierre Rep, génial, la recette des crêpes. Exactement, la recette des crêpes. Excusez-moi. Et donc j'aime que le texte soit un objet qui puisse se suffire à lui-même. Je suis un gros fan moi-même des textes classiques, mais en même temps j'avais envie de revenir entre guillemets à mes premiers amours après avoir écrit des pièces de théâtre et aller vers quelque chose de drôle pour faire rire le public. Il y a une certaine communion autour du rire que je voulais retrouver. Pour autant je ne suis pas du tout un acteur pour l'instant à l'aise avec le stand-up. J'arrive pas du tout à aller faire marrer avec des choses de la vie quotidienne en direct sur ce que peuvent vivre les gens. J'aime pouvoir faire quelque chose sur scène qui ne ressemble pas au langage quotidien. C'est vrai, c'est de la situation. Il y a aussi du jeu avec les mots, des calembours, des jeux de mots. Ça mixe pas mal d'humour et on arrive souvent sur des textes très écrits, des alexandrins, des assonances, des allitérations. C'est avec ça que je marre bien. C'est vrai, et tu transmets beaucoup quand tu envoies, quand tu joues, quand tu te présentes. Et ce qui est formidable, c'est que on a un spectacle de 3 heures en 1 heure en fait. Alors en tout cas je raconte 6 ans de vie en 1h15, un spectacle de 3 heures parce que ça va très très vite tu veux dire. Ouais, clairement si j'avais le débit
l'école Mirabel, je pense que le spectacle durerait plus longtemps, pour sûr. Mais j'aime aussi cette idée d'avoir un rythme un rythme effréné. Je déteste l'ennui au théâtre, car c'est un peu paradoxal, mais le théâtre, c'est un endroit où je me suis énormément ennuyé, et c'est en découvrant des gens géniaux, des profs au Cours Florent qui m'ont guidé, la metteuse en scène qui était mon ancienne prof au Cours Florent, des gens qui ont mis l'accent sur le rythme, que j'ai découvert la puissance de l'action, et ça j'ai eu envie de le retranscrire sur scène, donc j'aime avoir un train d'enfer, un rythme effréné. Et quand tu fais tes vidéos donc, sur Instagram, tu as des durées habituelles où tu te lances et tu fais des extraits, comment tu fais? Alors les vidéos sur Instagram, c'est quelque chose d'assez particulier. Merde, je parle, chier. Les vidéos sur Instagram, il y a plusieurs formats. Il y en a un qui est typiquement en alexandrin qui s'appelle J'aurais aimé vous dire. Là c'est long, c'est très long en écriture, ça peut durer entre 5 et 10 jours, parce qu'il faut trouver les idées, il faut que ce soit percutant, mais j'aime respecter l'alexandrin classique. Bon, je pense que tout le monde s'en fout dans les gens qui regardent les vidéos, ils ne savent pas du tout qu'il y a les césures, etc. Mais moi je suis quelqu'un de très précautionneux dans l'écriture, j'ai envie de savoir que sur le papier c'est nickel. Après, il faut en faire un objet confortable, il faut en faire un objet attractif, et donc pour ça il faut avoir du bon rythme, il faut avoir des bonnes punchlines, et passer de l'alexandrin classique à une punchline quasiment de rap ou une punchline humoristique de la one line, c'est pas évident, donc ça prend très longtemps. Pour mes vidéos On ne se comprend pas, qui sont celles qui ont le mieux fonctionné jusqu'ici, c'est essentiellement basé sur la dualité des sens sur le français, et ça je m'éclate bien. L'écriture peut durer entre 20 minutes et 5 jours en fonction du sujet que je traite, et c'est ce qui a ramené le plus de followers, et c'est ce qui remplit les salles également aujourd'hui. Et donc ton spectacle est en alexandrin en partie. Il y a combien d'alexandrins Combien je vais pas compter, mais je pense une petite centaine. Ce qui est intéressant dans les alexandrins, en fait, c'est justement de les faire oublier complètement, et on le sent presque de manière sous-jacente, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a une espèce de rythme un peu lyrique, mais en même temps on le fait oublier complètement, et on n'est pas en train de compter avec toi, on t'écoute. Ouais, alors je suis un inconditionnel des classiques, pour autant j'adore pouvoir relire un Victor Hugo, un Ruy Blas, et voir certaines pièces où on perd la rime, on la retrouve, sinon un Cyrano, ou même d'autres pièces de Rostand, pouvoir perdre la rime et oublier effectivement que sur le papier la forme est parfaite, qu'on a toutes les règles respectées, mais qu'à l'oreille parfois on les oublie complètement. Je trouve qu'il y a une double magie là-dedans. Ouais. Si je te disais une partie de ton spectacle qui est un peu le teaser, un peu la partie du spectacle qui représente le plus le spectacle. Tu sais, il y a toujours un moment où on se dit, ah tiens, ça c'est un petit peu le moment clé, le moment qui raconte un peu tout. En fonction de la forme, il y a vraiment des formes qui sont typiques jeux de mots, d'autres qui sont typiques alexandrins. Je dirais probablement Luc Nyctologue, qui est donc un personnage un peu inspiré de Fabrice Luchini. Oui. Donc c'est écrit en vers avec beaucoup de jeux de mots, c'est assez empanaché comme moment. Je pense que cet instant reflète un peu dans le burlesque, dans l'absurde. Est-ce qu'on pourrait avoir Luc Nyctologue, c'est pas facile à dire. Si on le demande. Excusez-moi, Luc Nyctologue, s'il vous plaît, un petit peu de silence pour le Luc Nyctologue de ce soir. J'ai réussi à dire 3 fois, je suis content. Merci. Moi j'ai grandi, je faisais des bigoudis. J'ai grandi avec Christine Barma qui rentrait dans la loge, qui me disait c'est énorme, il y a une énorme touffe. Et alors là, c'est là que j'ai découvert la vie. On m'a dit, mon petit Fabrice, Marcel Proust disait... Bon, c'est mieux dans le spectacle évidemment, mais là je le perds et j'ai pas de vanne qui me viennent, excuse-moi, souci du direct. Non, c'est très bien, mais je vérifie qu'on t'entendait bien. Est-ce que vous nous entendez bien? Oui. Ah, bah c'est parfait. Ok. Donc ton spectacle se joue au Marais. Moi j'ai envie de te poser plusieurs questions. Déjà, comment ça se fait que tu parles aussi vite? Comment ça se fait que tu joues aussi bien? Et comment ça se fait que tu écris? Tu fais des scènes ouvertes, mais en même temps c'est un spectacle, c'est pas vraiment du stand-up. Comment tu fais un spectacle qui est en seul en scène, avec un peu des parts de stand-up et aussi côté chansonnier? Comment tu mélanges tout ça? Hyper intéressant comme question. J'ai commencé à écrire des pièces en alexandrin, d'ailleurs qui ont été produites par Christophe Ségura, que j'ai vu dans l'escalier. Oui, il est reparti. Il est reparti. Non, il est Il est parti, mais sûrement en train de boire du champagne, c'est sa grande habitude.
Et triste désillusion en montant les pièces de se rendre compte qu'aujourd'hui le monde ne voulait plus forcément de jeunes auteurs en vers. Même moi, mes profs au cours Florent, il y en avait un qui m'avait dit mais non, mais tu ne peux plus aujourd'hui, ça n'existe plus cette écriture-là. Et vraiment un peu le choc. Hein, aujourd'hui, il faut être efficace, il faut être très abrupt, ou bien parler de sujets durs sur scène. J'ai jamais vraiment compris ce qui fonctionnait au théâtre, mais en tout cas moi les sujets qui me passionnaient, les sujets très empanachés, les grandes légendes, etc. que j'ai voulu mettre sur scène, c'est pas quelque chose qui attirait forcément le public. Alors j'ai essayé de garder cette forme très écrite, en faisant un objet plutôt de délassement pédagogique, j'ai envie de dire, entre le rire et en même temps certaines doses d'éveil à travers un langage assez châtié. J'aime également aller me frotter à des scènes normalement qui ne sont pas aptes à porter un spectacle de théâtre. Donc clairement les scènes ouvertes, on n'est pas dessus pour faire du personnage, on n'est pas dessus pour arriver avec des textes très écrits. Il faut que ce soit sur le vif, il faut que ce soit en réaction immédiate. Et c'est un exercice hyper intéressant quand on a juste appris à incarner, quand on a juste appris à remplir un texte, que d'aller se confronter à 15, 20, 30 personnes dans des petites caves avec quelque chose qui dénote par rapport aux autres personnes qui passent sur scène. Je pense qu'on apprend beaucoup et j'apprends effectivement beaucoup quand je vais au cartel comédie et que je vois des jeunes de 20 ans qui parlent de sujets hyper quotidiens, mais on a l'impression qu'ils parlent à leurs potes. J'essaie d'adopter un petit peu ce bagou qui demeure un peu sibyllin pour moi, tout en essayant de conserver ce langage. Donc c'est vrai que pour l'instant je suis un peu sur une frange obscure avec un langage qui est très écrit et une forme qui se veut un peu moderne, une incarnation qui se veut moderne, pardon. Et alors pourquoi je parle vite? Eh bien c'est parce que j'ai toujours peur d'ennuyer les gens, encore une fois, c'est ce souci de délivrer le message au plus vite. Toutes mes vidéos, je les regarde en x2, tous mes vocaux, je les écoute en x2. Et aussi une vitesse de pensée peut-être, t'aimes bien penser à une certaine vitesse et donc tu entends et tu comprends à une certaine vitesse. En général, comme j'ai 2-3 pensées qui me viennent en même temps, si je commence à poser les mots, les deux s'échappent et je n'arrive plus à rien dire. Oui, je comprends. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un, tiens je regarde l'heure juste vite fait, monsieur. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui se lance dans le théâtre classique aujourd'hui? Dans le théâtre classique, eh ben, je lui dirais de se rapprocher du théâtre classique, donc financé par l'État, de se battre pour faire des dossiers, d'aller voir la DRAC, qui l'enverra vers la région, qui l'emmènera vers le département, qui l'emmènera vers la ville, et d'aller s'installer en province, c'est là qu'il y a le plus d'aide. C'est une bataille sans fin, hein, les aides, enfin sans fin, il doit forcément y en avoir une, mais c'est en général toujours les mêmes qui les ont. Moi, j'ai essayé d'en avoir quand je montais mes pièces en verre en pensant que ça pouvait intéresser du monde. Quelqu'un qui veut se lancer aujourd'hui dans le théâtre classique, je dirais qu'il faut choisir déjà des pièces qui sont connues, parce que les gens aiment aller là où ils sont en chemin balisé. Molière, ça marche toujours. J'ai appris d'expérience que c'était compliqué d'aller prendre des risques, ressortir de vieux auteurs qui sont pourtant brillants. À Florent, j'avais étudié Jean-François Rognard, qui est un auteur qui est passé juste après Molière, qu'on a complètement oublié, et qui pourtant est extrêmement drôle, extrêmement pertinent. C'était vraiment le grand génie comique juste après Molière. Il n'y en a plus rien aujourd'hui, alors que c'est au moins tout aussi drôle, et probablement même plus efficace. Mais je dirais que si quelqu'un veut aujourd'hui en vivre et faire du classique, eh bien malheureusement il n'y a pas énormément de choix. Il faut aller ou sur du Molière, ou sur du Racine, ou sur du Corneille, ou évidemment sur du Hugo et les plus récents, mais clairement l'humour marche mieux, donc aller sur un petit Molière, c'est bien pour commencer. C'est quoi tes projets là, dans les années qui viennent? Eh bien on va monter une pièce avec 5 copains, plus un musicien, on est 6 sur scène. La prochaine pièce s'appelle L'affaire Corneille-Molière. Et c'est une enquête littéraire dans le Paris de 1968 qui tourne autour du fait que Molière n'a peut-être pas écrit ses pièces, en tout cas certains le prétendent. Et donc 3 étudiants de la Sorbonne participent au concours d'éloquence en 1968 qui a pour thème la vérité et essaie de prouver que Molière a bien écrit ses pièces. Plus ils cherchent, moins ils trouvent, et à un moment ils en viennent à se poser la question: et si quelqu'un avait fait en sorte
qu'on ne sache pas et à qui est-ce que ça profiterait. Et là, ils se rendent compte que derrière, il y a peut-être un plus grand mystère que ce qu'ils pensaient et peut-être même un danger qui les attend. Ça, c'est la pièce qu'on va monter cette année, plutôt en 2025, avec Julien Huguette à la mise en scène. On va l'emmener au Festival d'Avignon. Et puis, d'autres vidéos à l'appel qui arrivent. Et puis à voir. J'ai 3-4 projets de seul en scène, mais sur lesquels j'arrive pas à me décider. J'ai beaucoup d'idées. Notamment, j'aimerais énormément faire un seul en scène sur Marie Marvin. Marie Marvin, c'est une femme extraordinaire Marie Marvin, c'est une femme extraordinaire qui est la femme la plus titrée du monde en sport, qui est une femme française, qui est morte en 1963, et elle est passée complètement à la trappe de l'histoire. On n'en entend jamais parler nulle part, alors que vraiment, elle a remporté tous les prix dans toutes les disciplines. Pilote d'avion, pilote d'hélicoptère, l'une des 3e femmes en France à avoir son permis de voiture, première femme à courir le Tour de France derrière le peloton. Elle a fait la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale en tant qu'infirmière. Elle a développé l'aviation médicinale. Enfin, c'est vraiment une femme incroyable. Et pour autant, comme c'est un personnage inconnu, je me dis que ça va probablement pas marcher. Et j'étais hyper étonné de voir aux Jeux Olympiques à Paris 10 statues de femmes sortir sur les bords de scène. Je me dis, mais forcément, il va y avoir Marie Marvin, grande sportive, enfin, même probablement la plus grande sportive française. Et en fin de compte, on nous sort des femmes. Il faut que tu fasses ce spectacle. Les mêmes, probablement. On va le faire. Bon, on est quand même dans une soirée réseau ce soir. Je vais vous rappeler où est-ce qu'on est aujourd'hui. On est accueillis au de la ville, dans le bar égyptien. Je vous remontre. Ceux qui n'ont pas commandé, allez-y, hein. C'est dans ce superbe menu que vous allez commander tout ce qu'on peut manger, tout ce qu'on peut boire, des frites et boire plein de trucs. Abonnez-vous, évidemment, il faut s'abonner à ton Instagram. C'est quoi ton Instagram? Marc Tournebeuf. Marc Tournebeuf sur Instagram. Vous pouvez sortir vos téléphones, là, allez-y, vous abonnez. Moi, ils sont déjà sortis. Ceux qui ne sont pas encore abonnés sortis de scène, mais il n'y en a pas. Mais si jamais il y en a un ou deux, allez-y, cliquez. Et je peux te laisser le mot de la fin. Qu'est-ce que tu dis à ceux qui ne te connaissent pas et que tu vois pour la première fois? Qu'est-ce que tu leur dis quand tu es à Avignon et que tu tractes? Tu leur dis quoi? Quand je suis à Avignon, je parle de mon spectacle. Si je donnerais un mot à quelqu'un, parce que j'aime bien laisser un petit viatique en partant, puisqu'on parle de théâtre, je dirais, pour ceux qui ne l'auraient pas fait, lisez Cyrano, lisez l'acte 1, scène 1 du Misanthrope, tout y est et toujours plus actuel aujourd'hui que... Enfin, tout est encore aussi actuel du moins aujourd'hui que lorsque ça a été écrit à l'époque. Et merci d'aller en salle, on vit de belles aventures et pourvu que ça dure. Merci beaucoup. Merci Marc Tournebeuf. Je t'en prie. Alors maintenant, il faut le mettre dans l'autre sens. Merci. Je refais un plateau avec un peu plus de place. Et maintenant, c'est au tour de Marine Villet. Marine, qui est une comédienne chanteuse, qui a interprété Blanche-Neige à la Gaîté Montparnasse. Elle a aussi été comédienne dans Je ne cours pas, je vole. On la retrouve au cabaret Le Lapin Agile à Montmartre. Et très bientôt, dans le rôle de Lisa Ousmane dans Dirty Dancing au Dôme de Paris. Marine Villet, c'est à toi. Merci. On est protégé par Paris, sur nos têtes veille en personne. Sainte Geneviève la patronne, et c'est comme si l'on était béni. Y a rien à se dire, y a qu'à s'aimer, y a plus qu'à se taire, qu'à la fermer, parce qu'au fond les phrases, ça fait tort à l'extase. Quand je vois tes chasses, moi ça me suffit pour imaginer le paradis. Je me débine, c'est étrange, avec les anges. Bah c'est pas compliqué du tout. En somme, y
y a qu'à s'écouter vivre. Le reste, on lit ça dans les livres, où qu'on se dit vous, tandis que chez nous, y a rien à se dire, y a qu'à s'aimer, y a plus qu'à se taire, qu'à la fermer, parce qu'au fond les phrases, ça fait tort à l'extase. Les gens qui se croient intelligents, qu'est-ce qu'ils peuvent se dire de plus les gens quand ils se sont dit qu'ils s'aiment comme nous-mêmes? Amour toujours, c'est peut-être idiot, il n'y a pourtant pas d'autres mots pour dire le nécessaire quand on veut être sincère. Quand je vois tes chances, moi ça me suffit pour imaginer le paradis. Je me dépine, c'est étrange, avec les anges. Merci. Il y en a une deuxième, rien à voir. What was that? Was that me? Was that him? Did the prince really kiss me? And kiss me? And kiss me? And did I kiss him back? Or was it wrong? Am I mad? Is that all? Does he miss me? Was he suddenly getting bored with me? Wake up! Stop dreaming, stop prancing about the woods. It's not beseeming, what is it about the woods? Back to life, back to sense, back to child, back to husband. No one lives in the woods. There are vows, there are ties, there are needs, there are standards, there are shouldn'ts and shoulds. Why not both instead? There's the answer if you're clever. Have a child for warmth, and a baker for bread, and a prince for whatever. Never it's these woods. Face the facts, find the boy, join the group, stop the giant, just get out of these woods. Was that him? Yes it was. Was that me? No, it wasn't just a trick of the woods. Just a moment, one peculiar passing moment. Must it all be either less or more, either plain or round? Is it always or is it never end? That's what woods are for those moments in the woods. Oh, if life were made of moments, even now and then a bad one. But if life were only moments, then you'd never know you had one. First a witch, then a child, then a prince, then a moment. Who can live in the woods? And to get what you wish, only just for a moment, these are dangerous woods. Let the moment go, don't forget it for a moment, no. Just remembering you've had an end when you're back to or. Makes the or mean more than it did before. Now I understand, and it's time to leave the woods. Merci Charlotte. Petite photo. Oui, il est mon Christian. Où elle est Charlotte? Je suis là, je suis là. Bravo. Oui, c'est bien. Merci beaucoup Marine, bravo.
Alors, on continue, je m'assois et j'appelle tout de suite Christophe Guillon. Ah. Christophe. Ah, on s'installe. Ouais. À mon aise. Bonsoir Christophe, tiens, prends ton micro. Bonsoir, bonsoir. Alors Christophe Guillon, auteur, metteur en scène et comédien, co-auteur du Secret de Sherlock Holmes. Tu vas nous parler de ta comédie, de cette comédie policière anglaise à la française, à l'affiche parisienne, au Café de la Gare. Absolument. Alors qu'est-ce que c'est que ce spectacle? Qu'est-ce que ça raconte? Oh, c'est un spectacle de sale gosse qui on attaque une pièce classique si tu veux, mais avec l'humour british transformé à l'esprit français. Voilà. Et avant tout, on espère que, enfin, on fait en sorte que les gens viennent pendant 1h30, s'évadent et redécouvrent un petit peu ce personnage archi-légendaire de Holmes. Ça c'est clair, que Sherlock Holmes il est légendaire. Il y a pas, c'est du théâtre, mais il y a aussi il y a des... C'est Cinoche. En fait, moi j'aime beaucoup le théâtre, mais je suis un fan de Cinoche. Donc dans ma mise en scène, j'ai essayé de recréer des ambiances, que ce soit le film noir, que ce soit le film de KPDP, la comédie romantique, etc. pour faire en sorte que les gens prennent leur plaisir pendant 1h30. Voilà. C'est un mélange de genres cette pièce. Il y a aussi un peu du Méliès, on dirait, à certains moments, avec de la fumée. Oui, il y a un côté bout de ficelle, si tu veux, dans ce côté-là. Non, mais quand je dis Méliès, c'est pas mal, Méliès. C'est un compliment. Hein. Oui, il y a des artifices, il y a plein de petites surprises, comme ça, des petits bonbons. Moi, j'aime bien donner aux spectateurs des moments où chacun va aller puiser ses petits plaisirs dans le spectacle. Ça reste un divertissement, mais plus qu'une comédie policière, je dirais que c'est une comédie d'aventure. Où on n'a pas, c'est pas une adaptation d'un roman ou d'une nouvelle de Doyle, c'est une nouvelle histoire et les gens vont découvrir quand ils viennent voir ce spectacle un aperçu de Holmes qu'ils ne connaissaient pas. Voilà. Et donc, comment tu as eu l'idée de faire ce spectacle? Comment tu as travaillé? J'ai travaillé longuement, moi je suis un lent, moi, je prends mon temps, donc j'ai mis 2 ans à écrire le bidule. Mais je voulais d'abord que les gens qui aiment cet univers ne soient pas déçus. Je ne voulais pas trahir cette affaire-là. Parce que c'est des personnages historiques, si tu veux, presque. Holmes, Watson, tout ça sont des personnages historiques. Mais je voulais quand même amener une nouvelle aventure. Encore une fois, pas une adaptation d'un roman ou d'une nouvelle. Et puis je trouve qu'avec cet univers, moi je connaissais comme tout le monde Le Chien des Baskerville, j'avais vu quelques films, etc. Mais je suis tombé très vite amoureux du décorum, si tu veux. Je pense qu'avec ces personnages, on peut raconter tout, on peut parler d'amour, de trahison, d'amitié, et il y a tout est possible. Voilà. Et pendant 1h30, je voulais que les gens, en fait, assistent à une espèce de... D'ailleurs, ça fonctionne. Les sortir de tout ça, qu'ils aillent en Angleterre sans prendre le tunnel sous la Manche, parce que moi je suis claustro, donc je préfère y aller tranquille, tu vois. Et qu'il y ait ce plaisir-là avant tout. Voilà. Je crois que c'est jubilatoire. C'est grâce à Dieu ce qui se passe. Les gens prennent du plaisir et reviennent voir ce spectacle. Il y en a qui reviennent 4, 5, 6 fois pour nous voir, parce que je pense qu'avant tout, on procure un truc tout con, mais que j'appelle le plaisir, c'est quand même pas mal. C'est clair. Et vous êtes un peu comme une troupe en fait, vous êtes une famille. Oui, une famille, une troupe avec des comédiens que je connaissais, d'autres que je ne connaissais pas. Tu peux les présenter? Il y a Didier Vincent qui joue Sherlock Holmes, il y a Emmanuel Guillon qui joue l'inspecteur Lestrade, alors j'ai quand même un peu modifié parce que Lestrade dans les romans est plutôt chiant. Là, on a fait un peu burlesque. Il y a Laura Marin. Et puis il y a Hervé Dandrieux qui joue Watson avec une certaine véracité et un certain amour pour le whisky. Et toi tu joues? Moi je joue le méchant. Le méchant. Ouais, c'est bien. Pourquoi tu joues le méchant? Ça me fait chier. Non mais parce que déjà j'ai la gueule pour ça. Quand j'arrive quelque part on dit c'est lui qui a buté la personne, même un petit lapin. Et puis bon, j'allais pas jouer Holmes. Quand je fais la mise en scène, j'ai écrit, c'est bien d'avoir un peu de recul. Oui, on revient sur la question dont on parlait avec Jean-Philippe tout à l'heure. Comment tu fais pour être... La mise en scène, c'est moi. C'est toi. Le texte, c'est toi. Et le méchant, c'est toi. Comment tu fais pour être méchant
mais pas le metteur en scène méchant, et pour être le metteur en scène tout Ça en faut respectant demander aux l'auteur. acteurs, si je suis pas un metteur en scène méchant. Non, je crois pas. Par contre, je suis exigeant. Parce que je crois que dans la comédie, c'est le détail qui fait tout. On ne peut pas jouer la comédie sans avoir un certain sérieux dans le travail. Donc par contre, puis des fois je filme même des répétitions. C'est un bon outil. Et comme ça, c'est formidable la caméra. Et comme ça me permet de prendre un peu de recul. Le plus difficile quand tu montes une pièce, c'est d'avoir du recul, surtout quand tu es l'auteur. Donc j'essaie de faire ça, mais je crois qu'on s'entend bien. D'abord, ce qui compte avant tout, c'est qu'il y ait une bonne équipe. C'est essentiel. C'est Renoir qui disait qu'une bonne distribution, c'est 80% du boulot que tu fais. Et moi, je crois à ça. Une bonne histoire aussi, c'est Gabin qui disait. Une bonne histoire, oui, on est d'accord. Je la connais. Mais après, si tu veux, il faut que le public sente le plaisir qu'on ait à jouer sur scène ensemble. Des gens qui ne s'entendent pas sur scène, qu'on le veuille ou non, ça se ressent. Le public ne pourra pas forcément dire pourquoi, il prendra moins de plaisir. Voilà. Moi j'aime bien l'idée d'un spectacle jubilatoire, en tout cas sur cette pièce. Oui. Et en même temps, ça permet d'aller plus loin dans l'exigence, dans le travail. Absolument. En fait, quand on est... Le rire, c'est sérieux. Oui, tout à fait. C'est du rythme. Vous voyez, c'est du rythme. Franchement, ça n'arrête pas, mais voilà, il faut que les gens viennent. Bon, on a déjà fait 1 an et demi au La Bruyère, tu sais. Ça a bien marché, formidablement bien d'ailleurs. Et là, on reprend au... Ça marche ou pas pour oui, ouais. Comme ça, on vous entend mieux. Si Moi, après, au montage, hein. Au son, nous, après, on fait ce qu'on veut, on remonte. Mais dans la salle... pour la salle, bon. Remarque, c'est une bonne technique quand je parle pour vous. Bon, mais oui, après, voilà, on commence au Café de la Gare, donc faut venir. Franchement, les gens qui viennent ne le regrettent pas. Tout le monde au Café de la Gare. Ils s'évadent un peu, quoi. Eh on n'est pas en retard. On n'est pas au bout de nos peines. On n'est pas au bout de nos peines. Est-ce que... qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui... Toi, tu as écrit combien de pièces 4-5. 4-5. Ouais, je ne les ai pas toutes montées. D'accord. Je suis timide. Ok. Oui. Et donc les projets, c'est de les Là, monter. j'en ai une prochaine qui va venir. Ça s'appelle Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et alors, qu'est-ce qui se passe? C'est un type c'est une femme qui va emmener son mec au théâtre et il ne veut pas y aller parce qu'il s'emmerde. Donc voilà. Après, il faut regarder. En fait, c'est un huis clos. C'est une comédie noire. À la pillée, D'accord, super. Ah oui. Ouais. Toi, qu'est-ce que tu conseilles comme culturellement, ce qui t'a inspiré, et qu'est-ce que tu dis aux jeunes qui se lancent dans le métier? Tu leur dis de regarder quoi, de faire quoi, tout, mais toi spécifiquement, qu'est-ce qui t'a... D'oser déjà, de se battre, de travailler, et puis d'aimer le public, d'aimer... Moi, j'écris que des spectacles que j'aimerais aller voir en tant que spectateur, honnêtement, hein, c'est ma première motivation. Mais après, c'est un travail. Moi, je mets 3 ans à faire une pièce à peu près, parce que je pense que c'est long, c'est parfois difficile. Quand on passe à la mise en scène ou à la direction d'acteur, pour moi, c'est la récompense de l'exil. Parce que l'écriture, c'est compliqué. Mais autrement, après le théâtre, faut travailler, c'est un métier, c'est un artisanat. Il faut y croire, il faut se battre. Et à partir de ce moment-là, Et puis, je crois qu'il faut être entouré. Je crois que c'est important de se créer une famille. Seul dans ce métier, c'est quand même très difficile. C'est très difficile. Et voilà, l'enthousiasme, la persévérance. Moi, je crois qu'au travail, vous savez, je suis un peu emmerdant avec ça. Mais le génie, le talent, c'est formidable. Mais ce qui nous fait avancer, c'est le travail. C'est pas très beau de dire ça, mais c'est comme ça. Non, mais c'est ça. C'est ce que je pense. Tout à fait, tout à fait. Oui. Et quand tu travailles, justement, tu reprends le texte aussi, ou tu as une partie... Sans arrêt. Je travaille après avec mes comédiens. Même on modifie encore aujourd'hui, après 450 représentations, c'est déjà pas mal. On essaie toujours de faire mieux, de donner des petits sucres d'orge en plus. C'est intéressant ça, justement, les pièces qui sont en train de continuer à être écrites. Ben oui, c'est pour ça qu'on appelle ça. À chaque représentation. Oui. Hein, c'est ça. Tu comprends, c'est pas du bronze. C'est vrai que... Tu prends le misanthrope, j'adore ces grands textes classiques aussi de misanthrope, etc. Mais c'est déjà écrit, après tu peux couper. Et puis on va dire, ben voilà, c'est une adaptation du Cyrano, de ce que tu veux. Mais là, nous, c'est tous les jours que la pièce évolue. Tu comprends, c'est vivant. C'est organique.
Et ça me plaît. Alors, par contre, encore une fois, il faut la bonne troupe et les bons comédiens. Et la bonne équipe aussi. Et le bon public. Je crois beaucoup, c'est un travail d'équipe, un théâtre. Et le bon public. C'est Jouvet qui disait le public fait partie du spectacle. Oui, mais c'est le spectacle qui doit amener le bon public. Exact. T'as encore d'autres choses à dire? Christophe, toi, est-ce que tu as d'autres choses à me dire? Plein de choses. Si, on a le temps, hein, de toute façon. Mais non, mais voilà, voilà, puis de toute façon, il faut aller au théâtre, il faut aller regarder. Il y a plein de choses, il faut être curieux. Moi, j'aime bien l'idée de découvrir. Il y a ma pièce, mais il y en a plein d'autres. Il faut y aller. Ça marche. Merci beaucoup. Et on va continuer. Je vais présenter la prochaine personne. Merci. Merci les téléos. Merci Christophe. Photo. Ah oui, photo. Merci. Merci à vous. Et maintenant, ça marche plus. Et maintenant. Et maintenant, on continue avec elle, une artiste française de comédie musicale. Grease, Le Roi Lion au Théâtre Mogador. Vous connaissez Le Roi Lion? C'est magnifique. Passionnée de musique et de scène. Est-ce qu'elle est là, elle? Ah, super. Passionnée de musique et de scène, elle est à l'affiche en Allemagne dans le rôle de Tina Turner, la reine du rock. Elle va aussi vous dévoiler 2 extraits de Collateral Beauty et de son EP. Elle, c'est à toi. Merci. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Alors cette chanson, c'est une adaptation de What's Love Got to Do With It, le hit de Tina Turner. More than that. What's love got to do with it? What's love but a second-hand emotion? What's love got to do with it? Who needs a heart when a heart can be? J'ai un peu chaud, je trouve, à l'idée d'entendre le son de ta voix et tes lèvres sur les miennes. Je ne peux plus attendre, je veux tout de toi. Y'a un nom pour ça. 3 petites bases. Mais qu'importe la raison, car mon corps brûle pour toi. Ah, what's love got to do with it? What's love but a second-hand emotion? What's love got to do with it? Who needs a heart when a heart can be? Oh, qu'est-ce que l'amour a à voir avec ça? Qu'est-ce que l'amour? Oh, qu'est-ce que l'amour a à voir avec ça?
suivante, évidemment, c'est ma préférée dans le spectacle, River Deep Mountain High. Morgane, bravo! When I was a little girl, I had a rag doll, only doll I've ever owned. Now I love you just the way I love the rag doll, but only now my love has grown, and it gets stronger in every way, and it gets deeper, let me say, and it gets higher day by day. Do I love you, my oh my? River deep, mountain high, yeah, yeah, yeah. If I lost you, would I cry? Now I love you, baby, 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 baby. All right, let's go. I love you, baby, like a flower loves the spring, yeah. And I love you, baby, like a robin loves to sing, yeah. I love you, baby, like a scuba loves to spring. I love you, baby, river deep and mountain high, yeah. Baby, What's Love, voilà, l'adaptation que j'ai écrite, elle sera dans mon EP Collateral Beauty qui sortira en 2025. Et je vous remercie 1000 fois pour la soirée qui était magnifique. Merci beaucoup, bravo, bravo elle. C'est difficile de reprendre le micro maintenant. Mais c'est pas fini. On va finir avec Anthony Joubert. Est-ce que Anthony Joubert est là? Présenter Anthony Joubert, célèbre humoriste du sud de la France, révélé par la France à un incroyable talent. C'est ça. Anthony Joubert nous présente la comédie La photo de mon pote, dans laquelle il joue depuis le 1er octobre au Théâtre Edgar. Exactement. Bonsoir Anthony, alors qu'est-ce que c'est La photo de mon pote? C'est une pièce. D'accord. Tu veux autre chose? Alors je te fais le pitch alors. Ah bah c'est oui. l'histoire d'un mec qui match avec une fille, et en fait, comme il n'est pas sûr de lui, pas sûr de son corps, il a préféré mettre la photo de son pote qui va devoir le remplacer tout le long de la journée avec la fille qui arrive pour faire sa connaissance. Alors attends, il met la photo de son pote, mais avant de la rencontrer, c'est ça? Exactement. Et donc il se pointe ensuite, mais il va jamais se pointer. Elle se pointe en fait, la fille se pointe, et du coup, elle rencontre son pote en fait, qui se fait passer pour son pote à lui. Ah, c'est pas mal. C'est un peu Cyrano de Bergerac. C'est un petit peu ça. Quand il fait avec le donc comment il lui dit à l'oreille ce qu'il doit lui dire ou c'est un petit peu ça. En fait, il lui dit je vais être avec toi pendant qu'elle est là. Et moi, je vais tout faire pour qu'elle tombe amoureuse de moi avec ce que je sais d'elle. Et toi, tu vas tout faire pour te discréditer petit à petit. La technique est là. Je ne peux pas en dire plus, évidemment, parce que mais c'est intéressant. Je vais tout révéler. Mais oui, c'est vraiment une pièce qui est hyper intéressante. Et on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Comment il va se démerder? Comment il va arriver à avoir cette fille, quoi, il part sur de mauvaises bases, quoi, parce que sa technique, elle est merdique, quoi.
Mais ça, faut venir voir la pièce pour ça. Et bon, toi, Anthony, comment toi tu te présentes? Quel est ton parcours? Comment tu te retrouves à être au Théâtre Edgar, à faire la photo de mon pote? T'as fait plein de choses avant. Ben, grâce à la SNCF déjà, j'ai réussi à venir ici. Mais oui, j'ai fait plein de choses là-bas. Avant tout, je suis humoriste, moi. Et en fait, c'est une mise en scène de Luc Hamet qui produit aussi le spectacle. Et qui a absolument voulu que je vienne justement à Paris pour faire cette pièce et jouer le rôle d'Antoine. En fait. Parce que sinon, tu ne montes jamais à Paris, quoi. Non, il y a tellement d'artistes. Et Paris, rien que là j'ai acheté une croissant, j'ai fait une découverte, quoi. Ouais. C'est cher quand même ici. La vie est chère, donc du coup, j'aime bien mon sud, mais je sais qu'il faut monter à Paris. On est obligé de monter justement à la capitale pour justement redécouvrir, revoir les copains avant tout et faire du théâtre, parce qu'on est obligé de passer par là, quoi. Il n'y a pas que les réseaux sociaux, il y a toujours Paris quand même. Mais tu ramènes un peu de sud. Moi, je suis né à Montpellier, mais j'ai plus d'accent. Bon, oui, mais il est parti où cet accent? Il est resté à Montpellier. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Toi, t'es né où? Arles. Ah oui. On est à 45 minutes, on est. Oui, on est cousins. On est cousins. D'accord. Mais moi, j'ai gardé mon accent. T'as bien fait. Et j'arrive pas à la lever. Je trouve ça très sympathique, de toute façon. Et ça ramène du soleil dans la voix. Et c'est mon style. Voilà, j'ai pas mis que ça change. Alors bon, moi je suis pas venu voir encore, mais ça va pas tarder, la photo de mon pote. J'espère. Ah bah c'est prévu. Si je te dis ouais, pourquoi tu t'es mis à être acteur? Parce que à la base t'es plutôt humoriste stand-upper. Exactement. Qu'est-ce qui fait que tu t'es dirigé et que tu as commencé à parler avec des metteurs en scène, avec d'autres gens sur le plateau avec toi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pour moi, la comédie, il y a aussi un côté avenir. Moi, j'aime beaucoup la comédie, j'aime beaucoup les histoires. Déjà, dans mon one-man, je faisais ce qu'on appelle du storytelling, une histoire dans un sketch, et l'histoire m'a toujours pris. Parce que si on voit, alors j'ai rien contre les stand-uppers parce que j'en suis un aussi, mais j'aime bien mettre une histoire dans un sketch. J'aime bien créer. Là, j'ai été pris pour le dîner de con, pour jouer François Pignon. C'est surprenant, je sais, mais on a gagné le Avignon Awards avec ça. On a cru en nous, donc on donne ça et je me dis j'ai encore envie de faire une comédie et voilà, Luc Hamet m'a appelé, me dit c'est le moment, vas-y viens. Et puis j'en écris une en parallèle. Ah, t'écris aussi? Ouais, je m'arrête pas. Par contre là ça va s'appeler Classico. D'accord, tu peux nous spoiler un peu là? Légèrement, oui je peux. C'est l'histoire d'un Parisien qui invite justement un Marseillais à venir voir le match au MPSG et il va se passer, ça ne tourne pas autour que du foot. Il va me présenter justement sa cuisine, qui est magnifique, et je vais tout faire pour me faire passer pour un supporter du PSG dedans. Pour lui plaire. Exactement. Mais il n'y a pas que ça, il y a 10 milliards de choses d'autres. Et je me régale à l'écrire. Je me suis fait un tableau, tu sais, comme les artistes. Je dis ok, lui par là, ci par là. Rien n'est fait au hasard en fait. Et je me régale à écrire une comédie maintenant, avant d'écrire un nouveau one-man. Mais pour l'instant, mon nouveau one-man est tout récent, qui s'appelle À quel moment ça a merdé. Et j'ai surtout en ce moment la photo de mon pote au Théâtre Edgar, voilà, qu'il faut absolument voir parce que voilà, c'est une comédie à laquelle j'y crois. Je crois en cette comédie parce qu'elle est bonne, parce qu'elle a été écrite intelligemment par Fabrice Degnaud. Et c'est un plaisir de la jouer tous les soirs. Vous jouez tous les soirs? Quasiment tous les soirs. Il y a des jours où je rentre un peu dans le sud quand même. J'ai besoin de soleil. T'as vu comme il fait beau ici? Et ton one man, tu vas le reprendre? Comment ça se passe? Oui, j'espère le jouer à Paris parce qu'en fait mon ancien spectacle était assez marseillais quand même. Et je voulais un peu le parisianiser, même le franciser totalement et parler vraiment des choses qui nous touchent. Là c'est plutôt un mec qui a 40 ans et qui a du mal à assumer de l'avoir en fait, qui est un petit peu largué. Et comme ça va très très vite dans ce monde, voilà, j'ai fait une histoire avec c'est mon histoire avant tout, l'histoire d'un quarantenaire qui est un petit peu submergé, qui est humoriste aussi dedans et sur lequel il se passe 10 milliards de choses. Comme je dis, j'ai connu l'époque, tu sais, où on pouvait les chier sans téléphone. Oui. Mais oui, maintenant on l'a tous greffé à la main, quoi. On n'arrive plus à s'ennuyer aujourd'hui. Mais on n'arrive plus à s'en passer aussi. C'est ça qui est incroyable. Si on n'a pas le téléphone, on n'est pas bien maintenant. Je te le promets. Moi j'ai un pote à moi, il n'a pas son téléphone, tu vois, il n'est pas léché, il a fait une occlusion intestinale, tu vois. C'est vraiment le truc qui s'est passé, quoi. Mais bon, voilà. On parle vraiment de choses un petit peu plus profondes que les téléphones à lécher. Mais voilà, ça va toujours loin. Et c'est pour ça que la photo de mon pote, j'aime bien l'écriture, la finesse et les situations. Ce n'est pas que de la vanne. Moi je me rappelle celui qui avait envie de faire ce métier qui s'appelle Eli Kaku.
il n'y avait aucune vanne. C'était que de la situation. Et j'aime bien me rapprocher de ce genre de personnage. Ah oui, oui, oui. Donc toi, tu fais plutôt de la situation aussi dans ton one-man ou il y a de la vanne quand même? Maintenant, il y a beaucoup de situations. Ouais. Mais en fait, la vanne vient toute seule. Du moment que la situation est drôle, le rire viendra tout seul. Et ça s'appelle une vanne. Ça me fait me dire quelle est la question, quel est le conseil que tu donnes à quelqu'un qui se lance dans le stand-up et qui vient de... Ah, non, je plaisante. Non, mais qu'est-ce que tu dis à ceux qui débutent? Toi, ton parcours, comment t'as fait? Alors, j'ai deux phrases qu'on m'a données. C'est les Chevaliers du Fiel qui m'a dit ça. Eric Carrière m'a dit ça, me dit amuse-toi et tu amuseras les autres. Et la deuxième, c'est Eric Collado qui m'a dit il faut tout dire. Et je crois, fais un mélange de ces deux phrases, prends du plaisir, dis tout ce que tu as envie. Et tu verras, ça marchera. Ne triche pas. Ne triche pas avec les gens parce que les gens voient de suite si tu triches. Ah oui, tu veux dire, il faut tout dire, il faut pas commencer à sélectionner, à faire, à se dire ça va plaire, ça va pas plaire. Voilà, c'est exactement ça. Tu le verras au moment présent. Le public te le rendra directement. Le public, il est là, il s'est assis pour voir un spectacle, pour rigoler avant tout. Mais si ça fait pas rire, essaye de te rattraper, travaille ton spectacle. Avant, on disait qu'il faut travailler tous les jours. C'est pas vrai. Il faut travailler la nuit aussi. Et je travaille tous les jours comme un acharné. Voilà, là sur la pièce, je réfléchis tous les soirs en disant bon, celle-là, elle n'a pas marché, il faudrait la modifier, il faudrait changer. Et j'essaye de réfléchir à ce genre de choses. D'accord. Et est-ce que tu t'intéresses aussi au cinéma? Énormément. T'en as fait? Oui, j'ai fait un petit passage dans Vive la France avec Michael Youn, où je jouais, on va dire, un gay. Apparemment, je le fais bien. mais oui, ça m'intéresse. J'ai fait la série Plus belle la vie dernièrement, j'ai fait pas mal dans Plus belle la vie, et ça me plaît énormément. C'est un milieu très fermé, avant tout, voilà, faut faire ses preuves, comme on dit, au théâtre peut-être. Et pourquoi pas un jour le cinéma? On en rêve tous, honnêtement. Mais après, voilà, il faut lui donner la chance, il faut aussi la provoquer, il faut aussi la gagner aussi. Voilà, donc je sais que j'ai beaucoup de travail avant d'être appelé par un réalisateur ou un scénariste pour être dans un film. Je le sais. Mais par contre, j'en ai envie. C'est bien, il faut continuer. Là, tu vas écrire une comédie, tu vas jouer dedans? Oui, j'ai bien envie de jouer dedans. Tu vas faire la mise en scène aussi? Oui, parce que j'ai mis en scène le dîner de con et j'ai bien envie de la mettre en scène aussi. C'est toi qui as fait la mise en scène? La mienne, oui, le dîner de con, pas celle avec... Parce que comme je dis, il n'y a qu'un Jacques Villeray qui est le meilleur con qui existe. Mais je me dis, on peut faire autrement, on peut vendre autre chose. Parce que je vois beaucoup de compagnies qui prend quelqu'un qui ressemble à Jacques Villeray, et je pense, voilà, on ne peut pas faire mieux que lui. Il faut le faire différemment. Il faut le faire différemment. Et puis je prends ce pari à chaque fois. Oui. Bravo. Après, il y a l'actualité, il y a le pourquoi, mais toi, qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui ne vont pas au théâtre? Aux gens qui ne vont pas au théâtre? Bah, restez chez vous. Non, mais parce que, on va dire, pour leur donner envie. Ouais, ou d'essayer de comprendre pourquoi ils y vont pas, peut-être qu'il y a un truc qu'ils n'ont pas compris, peut-être qu'ils n'ont pas vu. Il faut y aller la première fois pour aimer. Bien sûr. Ça. Osez être curieux. Osez la curiosité. Intéressez-vous. Je vais parler aux gens quand ils ont envie de regarder un Netflix, ils voient un truc qui clique dessus, ils ne savent pas exactement ce qu'ils vont voir. Donc osez voir justement du live. C'est tellement pas pareil, c'est tellement différent. C'est ça. C'est comme une personne qui est fan de parcs d'attraction, tu vois. Il regarde des vidéos de parcs d'attraction, des montagnes russes, mais il va la faire en vrai. C'est tellement différent. Donc on va voir des artistes en vrai. C'est ça qui est intéressant, tu parles de Netflix, c'est ça, c'est qu'en fait, quand le spectacle vivant, il y a une interaction avec le public. Le public fait partie du spectacle et ça change à chaque fois. Chaque soir, c'est différent. Ça, on ne peut pas le vivre autrement que dans une salle. Totalement. Et puis, moi, voilà, il y a des gens qui disent je sors jamais, mais qu'est-ce que c'est bon? Qu'est-ce que c'est bon de vivre avec vous la scène? Voilà, c'est vrai qu'il y a une télé, il y a un écran, il y a une barrière. Là, il n'y en a pas. Tu veux voir quoi comme spectacle, toi? Moi, j'adore aller voir les humoristes, évidemment. Je vais voir des pièces de théâtre aussi, mais toujours dans l'humour. J'aime l'humour. L'humour, pour moi, c'est la meilleure arme qui existe sur cette terre. Tu vas voir d'autres types de spectacles aussi? De la danse, chez Sortie de scène, on fait tous les types de spectacles. On fait du stand-up à l'opéra, du théâtre classique, du théâtre contemporain, on mélange tout ça sur la même chaîne.
Donc tu as des spectacles sur l'opéra comique, des spectacles qui sont au point virgule, et vraiment tu as tout. On essaie de casser les barrières entre les styles de spectacle. C'est un peu notre objectif. Mais quoi. vous avez entièrement raison. Voilà. Et puis là, mais c'est vrai que j'aimerais bien avoir un opéra comique. J'aimerais le voir. Bon, là je vais parler un peu de ma lignée. Moi je suis metteur en scène aussi d'opéra, et mon grand-père était directeur d'opéra. Et il faisait fonctionner son opéra en faisant venir Bourvil le lundi et le mardi faire du stand-up. C'était du stand-up. Avec ça, il gagnait un peu d'argent. Mais Bourvil était content, il était payé, il était dans l'opéra de Lyon, c'était sympa. Ensuite, il faisait chanter Bourvil, qui chantait bien, hein, mais il faisait chanter Bourvil dans des opéras comiques, type Les Mousquetaires au couvent, les Offenbach, etc. Là, il formait ces jeunes chanteuses et jeunes chanteurs de sa troupe, qui lui coûtait pas trop cher parce que c'était des jeunes qui apprenaient leur métier. Donc il équilibrait à peu près le budget, parce que le problème des opéras comiques, même si c'est des opéras comiques, il y a quand même 25 personnes dans la fosse d'orchestre, 10 personnes sur scène, enfin tout de suite ça chiffre. Et ensuite, la fin de la semaine, il montait Verdi, Mozart, et là il perdait de l'argent, comme tout le monde, mais il équilibrait avec Bourvil. Et donc en même temps, il faisait une politique culturelle, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui venaient voir Bourvil et qui finissaient chez Verdi, quoi. C'est génial. Et donc moi je me dis, il faut monter les Offenbach avec des humoristes. Il faut monter Offenbach, ça s'y prête parce qu'en plus on peut réécrire comme on veut, quoi. Il faut prendre des auteurs et on mélange tout. Je suis entièrement d'accord. Et bah c'est parti. Ben vas-y, mets-moi en scène, on le fait. Non mais donc c'est pour ça, je pense que ce qui est bien aussi, c'est d'essayer d'encourager les gens à avoir plusieurs types plusieurs formes de spectacle. C'est vrai que l'humour, c'est ce qui marche le mieux, on va dire. Parce que les gens ont besoin de rire. Ouais, c'est ça. Ils ont franchement besoin de rire, tant mieux. Mais voir votre spectacle, après être curieux, moi oui, bien sûr. Moi j'adore, des fois je suis allé voir un spectacle justement qui n'était pas drôle, qui m'a vraiment ému, qui m'a même fait pleurer. Et même, figure-toi, du cirque. C'est con, mais j'ai fini quand même avec la larme, je sais pas pourquoi par contre. Mais qu'est-ce que c'est bon d'avoir un sentiment, de donner un sentiment, du rire, de larmes. C'est ça génial. Ouais, c'est très proche, les deux, je pense que... Ça se touche. Pour moi, parfois je ris beaucoup, mais je suis pas un grand rieur dans les humoristes. Ce qui me touche, c'est quand c'est bien fait, en fait. Quand c'est juste, quand ça tombe au bon moment, quand bon, si, parfois je me marre, mais quand la mécanique humoristique, elle est huilée. Bien sûr. Et qu'on la voit pas venir, surtout. C'est ça. Tu sais, c'est Céline qui me dit, tu vas à droite, et tu vas à droite. Et là, tu as surpris une personne. Et je trouve ça vrai. Bigard me disait pareil, tu sors avec une pierre bleue, tu reviens avec une pierre bleue. Je trouve ça génial. Ouais, c'est ça. En fait, c'est pour ça que l'humour et la mise en scène, c'est proche. La prestidigitation aussi, c'est proche. Je suis allé voir Mentaliste dernièrement. Oui. Lequel Benoît Imprévisible. Et très sympathique. Et puis on fait un regard, tu vois, mais qui est là, et le comédien il est là, tu peux le toucher, quoi. Et ça qui est sympa de voir justement un spectacle proche, quoi. Exact. C'est pas la même chose aussi dans les grandes salles de spectacle où on est très loin. Il y a un côté en fait assez cinématographique. Et quand on est là devant les acteurs, on ressent leur respiration, tout. C'est sûr que ça change tout. Moi je trouve ça génial. Mais presque leur transpiration. Après ça dépend. Un jour mauvais, quoi. Ouais. T'as joué aussi dans des grandes scènes. Des grandes scènes. Oui, bien sûr. J'en ai fait de très très belles. Tu vois quoi comme différence entre les grandes scènes et les petites scènes? Plus de gens. Ah ouais, c'est vrai. Faut pas se voiler la face. Non, plus de gens. Moi j'adore jouer dans les petites salles comme les grandes salles. De toute façon, une personne qui vient de 2 personnes à 4000, c'est la même chose. Je vais jouer pareil. Parce que la personne est venue justement pour oublier ses soucis. Voilà, il est là, ben je suis là. C'est obligé. Faire rire le public, ouais, c'est ça, c'est le plus important. Lui faire oublier son souci, ou ses soucis. C'est la mission. C'est ça. Est-ce que tu veux dire quelque chose d'autre, quoi que ce soit? Tu veux raconter, donner une recette de cuisine? Je vais le faire panda. Je sais pas si... Non, juste... venez me voir moi en Allemagne, et n'oubliez pas de voir la photo de mon pote, parce que pour ma part, je sais que si les gens passent pas une bonne soirée, je passe pas une bonne nuit. Donc tu t'arranges pour que tout le monde passe une bonne soirée? Ah, toujours. Ouais. Et pour que je dorme bien. Merci Anthony, et puis à très bientôt. Au revoir. Merci à toi.